Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et pour la deuxième heure d'Europe 1 Soir, avec moi autour de cette table, Gilles Boutin, bonsoir. Bonsoir, journaliste au Figaro, bonsoir Alexandre Malafaille. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Fondateur du laboratoire de pensée Sinopia. Et nous accueillons Benjamin Morel. Bonsoir. Bonsoir Benjamin Morel, politologue constitutionnaliste, maître de conférences en droit public à Paris 2, Panthéon-Assas. Il y en a du monde qui est passé par Panthéon-Assas. On en parlait tout à l'heure. Certains autour de cette table, je crois. Auteur de... Alors, il y a beaucoup de livres, mais le dernier, il est de juillet dernier. Ça s'appelle Le Parlement, Temple de la République, de 1789 à nos jours. C'est aux éditions Passé Composé. Pour en entrée ou en amuse-bouche, si vous le voulez bien, je vais vous faire écouter Boris Vallaud et François Bayrou. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le conclave, il y a eu le résultat que tout le monde connaissait d'avance. C'était même pas la peine d'en faire un. Je rappelle, pour contextualiser, que François Bayrou, arrivé en décembre dernier, chef du gouvernement, avait dit à sa première émission télévisée « Ok, je rouvre le dossier des retraites, mais si ça ne marche pas entre les partenaires sociaux, on reviendra à la version initiale avec l'âge de départ à 64 ans parce que c'est ce qui a été adopté par le Parlement, même si c'était un 49.3, ça a été adopté. Résultat des courses, cet après-midi, question au gouvernement, qu'est-ce qui se passe ? Les socialistes disent à François Bayrou, on veut le texte à nouveau au Parlement pour à nouveau en débattre, sinon c'est la censure. Écoutez, la question de Boris Vallaud, la réponse de François Bayrou et la menace de Boris Vallaud. En dépit de cet échec, allez-vous déposer sans délai un texte de loi ouvrant la voie à une réforme nouvelle, sans totem ni tabou, laissant aux parlementaires la possibilité de débattre de tout, et en particulier de la mesure d'âge ? Ma conviction est qu'il existe un chemin qui peut permettre de sortir de cette impasse. Et ce chemin devrait déboucher sur un texte qui pourra être examiné par la représentation nationale. Quel que soit le chemin législatif ou réglementaire que nous prendrons, il est pour moi inacceptable de laisser détruire l'équilibre financier si difficile à trouver dont nous avons le plus urgent besoin. Monsieur le Premier ministre, le respect de la parole donnée est à la base même de notre régime démocratique. Vous avez pris des engagements pas tenus sur ce sujet comme sur bien d'autres. Cela nous contraint, Monsieur le Premier ministre, à déposer une motion de censure contre votre gouvernement. Benjamin Morel, qu'est-ce que vous pensez de cette digression ? Tout bêtement qu'on reste dans la politique politicienne et que ce conclave est depuis le début de la politique politicienne. Il faut se remettre dans le contexte initial. On est fin janvier, début février, on n'a pas de budget. C'est embêtant de ne pas avoir de budget, on en avait déjà parlé autour de ce plateau. Et donc dans ce cadre-là, que fait François Bayrou ? Il propose quelque chose auquel il est évident que l'on ne peut pas vraiment croire qu'un débouché se présentera. C'est-à-dire que quand bien même le conclave est conclu à quelque chose, on ne serait probablement pas revenu sur la mesure d'âge. Or, ce qui compte pour les socialistes, c'est de pouvoir revenir sur cette mesure d'âge, tout bêtement, parce que ils ont la pression du reste de la gauche, ils ont notamment la pression de l'AFI, quelques mois avant les municipales. L'AFI, c'est la France Insoumise. La France Insoumise. Vous dites l'AFI, vous ? Oui, donc ils ont besoin de donner des gages qu'ils sont de gauche et qu'ils sont prêts à se battre sur un dossier emblématique pour la gauche. Dans ce cadre-là, il était en effet assez probable que le conclave échoue, mais ça permettait aux socialistes, au moment de la fin de l'hiver, du début du printemps, de dire si on ne censure pas François Bayrou, c'est parce qu'on a obtenu des gages. Si on ne censure pas François Bayrou, c'est pas seulement parce qu'on est sérieux, c'est également qu'on va être ceux qui vont emporter la remise en cause de la réforme Borne. Bien sûr, les socialistes ne sont pas idiots, ils ne sont pas bêtes, ils savaient que ça n'arriverait pas. Ça leur a permis d'acheter du temps dans cette position-là. Maintenant, la fin du conclave a fait que ce temps échoue. Le problème pour François Bayrou, c'est que, évidemment... Vous voulez plutôt dire qu'ils n'ont pas acheté du temps, vous voulez dire qu'ils ont vendu du temps à François Bayrou qui a acheté pour garder les clés de Matignon le plus longtemps possible. Je crois qu'il a planté son arbre d'ailleurs. Les deux y avaient intérêt, c'est-à-dire que les deux avaient intérêt à ce que ça dure, parce que les deux avaient intérêt à ce que le gouvernement ne tombe pas, à ce que le budget passe. Et donc, maintenant que, je dirais, l'illusion... Là, ils étaient plus de deux à être, ils étaient plus de deux à avoir ce gage que le budget passe. Il n'y avait pas que les socialistes et François Bayrou. Il y avait également le Rassemblement national. Ça arrange tout le monde qu'il y ait un budget en France. Il y avait besoin à ce moment-là de cette illusion un peu du conclave pour arriver à donner des gages et pour arriver à aller vers ce faux pacte de non-censure. Maintenant que l'illusion est rompue, il est en effet très probable que le gouvernement se retrouve dans la même position que précédemment, c'est-à-dire dans les mains du Rassemblement national, qui pour l'instant, ce qui va sans doute le sauver, n'a pas intérêt à censurer. Seulement, il y a un autre budget d'ici quelques mois. La position du RN pourrait être un peu différente. Et à ce moment-là, François Bayrou aura du mal quand même à tenir.
Gilles Boutin du Figaro. Pour moi, c'est un double échec pour François Bayrou, parce que d'une part, il avait présenté cette idée du conclave comme étant la solution justement aux crispations qui entouraient la réforme des retraites. Bon, effectivement, on y voyait très tôt un écran de fumée. Cependant, on voit bien que le conclave se dirige vers sa mort la plus totale. Et c'est un deuxième échec parce que il avait dit initialement qu'il laisserait les partenaires sociaux discuter tranquillement, qu'il n'interférerait pas. Or, il voit que ce conclave lui échappe, le dénouement, enfin, il ne va pas y en avoir, justement. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il se précipite dans l'arène, il se contredit totalement puisqu'il contrevient à son principe qui est celui de ne pas intervenir dans le dialogue social. Et donc, ça soulève cette question. Il misait beaucoup sur cet exemple, enfin dit-il en tout cas, pour porter d'autres possibilités, d'autres réformes, d'autres réflexions collectives. Est-ce que vous pensez que cela enterre définitivement, ou en tout cas pour très longtemps, la possibilité de réforme en France via un dialogue social ou même parlementaire apaisé, ou est-ce que vous pensez que c'est encore envisageable? Réponse de Benjamin Morel sur Europe 1. Je pense que c'est envisageable, c'est-à-dire que là, vous dites au patronat, écoutez, si vous ne cédez sur rien, vous l'avez évoqué, on revient sur la réforme initiale, qui est la réforme que le patronat souhaite. Donc le patronat n'a absolument aucun intérêt à céder. Quant aux syndicats, ils savent très bien qu'ils vont à cette affaire comme à Canossa. Et donc ce faisant, vous vous retrouvez dès le départ sans FO, puis très rapidement sans la CGT. Donc forcément, les cadres de la négociation ne pouvaient mener nulle part. Oui, les dés étaient pipés très tôt. Les dés étaient pipés très tôt. Et donc dans ce cadre-là, pour François Bayrou, en effet, c'est la démonstration que la méthode dont il se faisait le chantre, le dialogue social, les corps intermédiaires, ici n'a pas débouché. Et symboliquement, c'est un problème pour lui. Pour le reste, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas demain cette possibilité-là. Ça veut dire, en revanche, que le temps, et on l'évoquait, qui a été acheté aujourd'hui est arrivé à échéance. François Bayrou, dans toutes les manœuvres qui sont laissées en disant « je reprends la main », en fait, essaye de gagner quelques jours parce que le 11 juillet, c'est la fin de la session extraordinaire. Et donc, à partir de ce moment-là, plus de motion de censure et il est tranquille jusqu'à fin septembre. Il a dit qu'il ferait un compte-rendu le 14 juillet. Après le 11 juillet, donc à ce moment-là, il peut, entre guillemets, annoncer ce qu'il veut. Il ne sera pas tout de suite censuré. Donc on voit qu'on a un jeu temporel. Encore une fois, on est vraiment ici dans la politique politicienne. Alexandre Malafaille. Oui, il n'y a pas de grande surprise. La question des retraites a toujours été un aphrodisiaque pour la gauche. Ça fait partie des grands aphrodisiaques de la gauche. Donc on peut simplement s'étonner, en effet, qu'il se soit piégé lui-même. Je trouve que pour le coup, pour quelqu'un qui avait soi-disant autant d'expérience politique, se retrouver dans cette espèce de situation. Alors, avait-il le choix? Oui, il a fallu qu'il se mette en situation au démarrage, mais quand même, ça fait quand même très brouillon. Bon, cela dit, il va gagner un peu de temps, ça c'est à peu près certain. On va se retrouver à l'automne dans une configuration budgétaire où là, pour le coup, en effet, le RN va jouer un rôle significatif. Alors, il se passe quoi, Benjamin Morel? Si, de fait, le RN finalement décide de voter une censure qui ferait tomber le gouvernement, est-ce qu'on imagine dans ces cas-là que derrière, ça fait tomber en retour l'Assemblée nationale parce que le président le prend mal et parce qu'il y a un jeu de domino qui peut être là. Et en faisant ça, le risque, c'est quand même que si le RN déclenche ce processus, s'il y a dissolution, ils mettent automatiquement Marine Le Pen au chômage. Donc ça, c'est quand même un élément qu'il ne faut pas perdre de vue dans l'équation du RN. Alors, c'est en effet pas à perdre de vue dans l'équation du Rassemblement national. La question qui se pose, c'est est-ce que le RN peut anticiper une dissolution d'Emmanuel Macron, qui, objectivement, n'a pas été très rationnel la dernière fois qu'il a appuyé sur le bouton de l'article 12. Ça fait un moment qu'il n'est pas. Mais ici, si vous faites une dissolution maintenant, ce que nous dit la sociologie électorale, c'est que vous avez plus de députés RN, vous avez un socle commun qui est réduit comme peau de chagrin, parce qu'il est assez probable que les reports de la gauche sur le socle commun soient plus médiocres qu'en 2024. Et donc, si on essaie de rentrer dans l'esprit d'Emmanuel Macron, dissoudre n'est pas cohérent, d'autant qu'il s'entend pas si bien avec son Premier ministre et qu'il a d'autres noms en tête, et qu'on pourrait imaginer, au hasard, Sébastien Lecornu, qui a plutôt une forme de bienveillance de la part du Rassemblement national, à Matignon très rapidement, pour essayer de donner le change. Donc il peut y avoir un pari du côté du Rassemblement national qu'il n'y aura pas nécessairement de dissolution, qu'il y aura un nouveau Premier ministre qui arrangerait et Emmanuel Macron et peut-être le RN et une grande partie du socle commun qui n'est pas aujourd'hui très fervent vis-à-vis de François Bayrou. Ça peut être un modus vivendi, mais attention, si on a un changement de Premier ministre, ça ne fait pas adopter un budget. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Et le budget dans tout ça? Et le budget dans tout ça, il y a deux voies. Soit on arrive à trouver un compromis, peut-être à nouveau avec... Vous vous souvenez les lois spéciales qui vont Oui, la loi spéciale, l'année blanche... Voilà. Mais ça va être plus compliqué parce que là, il y a les municipales. Ouais. Et donc les municipales vont mettre tout le monde sous tension et voter un budget au mois de février, au mois de mars, l'avant-veille des municipales,
pour les oppositions, c'est suicidaire. Hein. Les socialistes votaient un budget dans ce cadre-là, imaginez bien, ou ne serait-ce que pas censurer le gouvernement, là va y avoir la pression des insoumis. Sur le calendrier, Benjamin Morel, admettons qu'il y ait une censure, ça donne, entre guillemets, combien de temps à François Bayrou encore dans les murs de Matignon ? Ça peut aller très vite ? Ça peut aller relativement vite. On a a priori une session extraordinaire qui va reprendre fin septembre. Donc le Parlement va resiéger à partir de fin septembre. On devrait connaître à peu près la tête du budget à partir de mi-octobre, tout début d'octobre, premier mardi. Et à partir de là, dès le moment où le budget arrive à l'Assemblée nationale, on peut avoir une censure. Il y a un deuxième scénario qui est possible. C'est celui qu'on avait évoqué la dernière fois, mais qui est le scénario des ordonnances. Au bout de 70 jours, si le gouvernement n'est pas tombé, ou s'il y a un nouveau gouvernement, mais que le projet de loi budgétaire a été déposé, et qu'il n'y a toujours pas moyen de le faire adopter, on peut exécuter le budget par ordonnance, probablement le gouvernement. Probablement, est-ce que pour le gouvernement, ce serait se faire harakiri, parce que le Parlement dirait « mais vous avez exécuté le budget sans même nous demander notre avis, et donc on va vous censurer ». Donc ce serait peut-être mieux que ce soit François Bayrou qui tombe sur les ordonnances que son successeur, mais il est possible qu'on en arrive là. En tout cas, ça a été inventé en 1958. Oui, on en revient un peu au scénario qu'on évoquait l'année dernière à la même période. C'est un jour sans fin. Exactement. Il va falloir. C'est le jour de la marmotte. La pédagogie en matière constitutionnelle, comme toute pédagogie, c'est la répétition. Donc on va répéter ça chaque année pendant encore 2 ans. Souvent Benjamin Morel, ce qui est un véritable plaisir. Ça appelle une réflexion. J'ai quand même une question. Pardon Gilles. Est-ce qu'on peut quand même pas imaginer qu'à un moment donné, la classe politique se ressaisisse ? Je m'entends. On est en train de voir quand même. Vous avez posé un cierge ? Oui, non, mais je t'entends, je crois à l'Esprit Saint, quelque part, qui pourrait me traverser la tête de certains. Non, mais franchement, on est en train de commencer à voir que les indicateurs sont en train de se dégrader extrêmement gravement dans pas mal de domaines, y compris dans le domaine de la croissance. On n'est pas très loin de la récession. Sur le domaine de l'emploi, ça va de moins en moins bien. Sur les questions qui touchent l'investissement, on voit bien que ça se grippe, que ça se freine. Oui. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, ça pourrait pas envoyer un signal quand même à cette assemblée pour dire bon, ok, on a plein de divisions, mais il faut peut-être gérer l'intérêt général et pas l'intérêt partisan. Je sais bien qu'il y a les élections, je sais bien que l'observateur que vous êtes poser devrait... les questions voilà. à soi-même. Je suis fasciné par ce spectacle. Alors que les Français disent, regardez, les Iraniens vont pas faire péter le détroit d'Ormuz parce que ce serait un suicide collectif, et en réalité, on est quand même dans une situation, comme vous le dites Alexandre, Benjamin Morel. Est-ce que LR va assumer un budget commun avec les socialistes à 1 an d'une élection présidentielle ? Compliqué. Est-ce que le PS va assumer un budget commun avec les macronistes à 1 an d'une présidentielle ? Compliqué également. Est-ce que le RN, qui envisage aujourd'hui de prendre le pouvoir, peut assumer le bilan du socle commun ? Probablement très compliqué. La proximité de la présidentielle et avant la proximité des municipales, qui vont être un crash test, notamment pour le PS et pour LR, font qu'il y a beaucoup à jouer pour les partis. On est condamné à c'est très compliqué. Dernière question. Ça pose justement la question de nos institutions. Parce que François Bayrou, par exemple, avait brandi la possibilité de réformer, de réintroduire de la proportionnelle comme une réponse entre autres au RN, mais plus fondamentalement, il y croit. Cependant, on voit pas bien ce que la proportionnelle changerait par rapport à la situation actuelle en termes de blocage. Et donc, que faudrait-il souhaiter pour que si la France se retrouvait de nouveau dans cette situation, pour éviter de tels blocages institutionnels? Je pense au budget. La proportionnelle peut réellement aider, tout bêtement, parce qu'elle fluidifie la vie politique. En d'autres termes, là, pourquoi les socialistes sont obligés de rentrer dans une opposition qui est une opposition radicale? Tout bêtement parce que derrière, si demain, en cas de dissolution, il n'y a pas d'union de la gauche à minima, ils se retrouvent face à un candidat insoumis et ils sont morts. Et donc, dans ce cadre-là, ils doivent donner des gages. Ils ne peuvent pas se permettre de tendre la main à un camp qui n'a pas été le leur lors des élections. La proportionnelle évite ça. Le problème, c'est que la proportionnelle heurte d'autres intérêts politiques. Les LR aujourd'hui auraient intérêt à la proportionnelle. LR aurait plus de députés, mais ce ne seraient pas les mêmes. Ils auraient plus de députés à Paris, ils en auraient beaucoup moins dans les territoires ruraux, et donc les députés LR ici sautent, et donc on revient à la popole en la matière. Eh bien, il est assez peu probable qu'on évolue vers une forme de modification. La politique politicienne, la Popol. Merci beaucoup, monsieur Popol. Merci beaucoup, très cher. Monsieur le constitutionnaliste, Benjamin Morel, qui est toujours le bienvenu sur ce plateau. Le 4 juillet prochain, juste avant la pause, Estival Thomail et toute l'équipe de Culture Média seront en tenue de soirée pour récompenser les œuvres des artistes qui ont marqué la saison télé, cinéma, musique, littérature. Les numéros 1 de l'année. Vous votez sur europe1.fr, vous choisissez ceux qu'ils méritent dès maintenant. europe1.fr en partenariat avec Télé 2 Semaines. Révélation du palmarès le 4 juillet en direct entre 9h30 et 11h sur Europe 1. Et nous, on se retrouve dans un instant sur Europe 1.